C'est bon? C'est bon. Bonjour. Ok, alors, bon, j'ai rien préparé du tout, hein. Je suis en improvisation totale, et pourquoi je suis en improvisation totale? C'est parce que c'est comme ça que je travaille en général. Je déteste la structure. J'ai horreur de toute forme de prévisibilité. Je travaille sur le spontané, sur l'émergent. Et je vais vous raconter comment je vais essayer de vous montrer comment est-ce que jusqu'ici, en tout cas, mon processus m'a amené à d'une pensée purement linéaire et à une pensée systémique adaptée au nouveau médium. Donc moi, d'où je viens? Alors moi, je viens de l'écriture, enfin je viens du jeu de rôle, non, plus je viens du jeu de rôle, c'est-à-dire que globalement, entre 16 ans, entre 10 ans, 84, premier tournoi de jeu de rôle, et 25-6 ans, je n'ai fait que du jeu de rôle, quasiment pendant 16 ans. On va dire 21 ans, parce qu'à 21 ans j'ai commencé à écrire, mais on va dire de 10 ans à 21 ans, je n'ai fait que du jeu de rôle. Ça a été ma vie, vraiment, littéralement. C'est là où j'ai tout appris, c'est là où j'ai appris la vie, les femmes, l'écriture, l'improvisation, le spectacle. C'est quelque chose qui me passionne toujours, évidemment. Je pratique encore le jeu de rôle de manière très... Pardon, c'est des jeux de rôle de... Role-playing game, tabletop role-playing game. Ah d'accord. Oui, je parle genre vraiment... Dungeons & Dragons, non, je n'ai jamais joué à Dungeons & Dragons. Ah d'accord, Call of Cthulhu. En fait, j'ai joué à... Do you prefer me to non, c'est English? I can, if you want. C'est quand tu veux. Au cours de ces 11 ans de jeu, j'ai absolument joué à tout ce qui se faisait de jeu de rôle. C'est-à-dire rarement de Donjons & Dragons. J'ai tendance à pas aimer la fantasy, ce qu'on appelle l'heroic fantasy. Moi je suis un fan de Tolkien, donc à partir pour moi il y a Tolkien et puis après il n'y a plus rien. Enfin en tout cas dans ce genre-là. Donc j'adore Tolkien, mais alors tout ce qui s'est fait après ne m'intéresse absolument pas. Donc ce qui est très intéressant avec le jeu de rôle, c'est que j'ai eu une double éducation, donc non seulement une éducation à la vie, aussi bizarre soit-elle, mais une éducation à l'anglais, puisque tous les livres étaient en anglais, la plupart, il y avait beaucoup de traductions, mais il n'y en avait pas assez pour moi, parce que moi je voulais tout. Donc j'ai été obligé très vite de devenir très très bon en anglais, ce qui a sauvé mon bac d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant avec le jeu de rôle, c'est qu'en parallèle, se sont montées en moi deux choses très très fortes, à la fois la volonté d'écrire des univers, non pas des histoires, parce que les histoires il y en a, et la plupart du temps les histoires je les écrivais pas, je préférais balancer mes joueurs dans un contexte et laisser mes joueurs faire n'importe quoi, et j'improvisais en fonction. Comme je connaissais très bien ce contexte, par cœur même, alors bon, au début c'était très facile pour moi de travailler dans des univers que je connaissais très bien, notamment Lovecraft par exemple, que je connais intimement on va dire, mais au bout d'un moment mes propres univers, donc je balançais mes joueurs dedans et j'improvisais en fonction de ce que je faisais. Donc c'était pas plot driven, c'était plutôt character driven. Quelque chose d'assez original finalement quand on se place d'un point de vue purement éditorial dans le jeu de rôle, parce que le jeu de rôle est quelque chose d'assez dirigiste en général. Même s'il existe des campagnes de jeux de rôle qui décrivent des contextes très larges dans lesquels les joueurs peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Si je parle trop vite, vous me dites. Moi je n'aimais pas trop l'histoire. Je voulais que mes joueurs me surprennent en fait. Je voulais que mes joueurs inventent des histoires à partir des éléments que je leur donnais, et je construisais au fur et à mesure parce que je suis en bulimique de films depuis toujours. Mon frère est cinéaste. Je dois avoir 2-3 films par jour quasiment. Donc je suis vraiment. J'ai beaucoup lu aussi. De romans, j'en lis plus maintenant, mais j'ai beaucoup fait ça, donc j'ai quand même dans ma tête un stock de mythes, d'images, de structures très simples avec lesquelles je peux broder, interconnecter avec un peu tout, je sais pas. Ça c'est de la première chose. Donc ce sentiment de créer des mondes et le sentiment de créer une simulation pour s'incarner dans ce monde. C'est-à-dire une simulation pour dire finalement qu'est-ce que le personnage il est capable de faire à l'intérieur du monde. Part à la crème évidemment, c'est un système de ce qu'on appelle un système de jeu, c'est con. Mais moi, ce qui m'intéressait dans le jeu de rôle, c'était pas d'avoir un système de jeu lambda. D'ailleurs, j'étais souvent très peu intéressé par les systèmes dits génériques, sur lesquels genre GURPS, Fusion, des choses comme ça, donc c'est un très bon système. Moi, j'aime quand un système il est intimement lié au contexte. C'est-à-dire que on ne peut pas envisager l'un sans l'autre en fait. L'un est déduit de l'autre, ou pas, ou le contraire. Justement, c'est justement ça dont je veux vous parler. Vous allez voir, c'est pas si simple à gérer dans mon métier. Parce que c'est que maintenant que j'arrive enfin à l'aube de mes 40 ans,
J'arrive enfin à me dire, tiens, je sais à peu près que je comprends, commence à peine à comprendre ce que je fais en fait. Voilà. Et je vais essayer vraiment de vous montrer tout en détail, vraiment labourer le truc. Voilà. Donc c'est deux choses en parallèle, la création d'univers très très fort et un système totalement intégré, déduit de l'univers, sont développés en parallèle. Et puis à 21 ans, je pars par probable jalousie de mes amis qui réussissaient à faire des choses comme ça, j'ai commencé à me dire, moi, pourquoi je ne pourrais pas écrire un roman? Et j'ai commencé à écrire un roman basé sur un univers que j'avais fait pour jeu de rôle. Et contre toute attente, mon bouquin a été publié par, alors à l'époque c'était Mimos, qui à l'époque était un imprint de Multisim, pour qui je travaillais en tant que freelance. Je travaillais sur une gamme de jeux qui s'appelait Nephilim, qui est un jeu occulte, on va dire. Très bon jeu, excellent jeu, vraiment j'étais fou de ce jeu quoi, et je travaillais pour eux. Et en fait, il me disait, bon Dave, tes scénarios ils sont sympas, mais on prend rien, c'est pas vraiment des histoires quoi. Bah ouais, c'est moi les histoires, j'ai quand même réussi à écrire par miracle un roman qui se tient de bout en bout en termes d'histoire. Voilà. Et là je me suis découvert évidemment une passion pour l'écriture et j'ai commencé un peu à me la péter. Me prendre pour un écrivain. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Évidemment, je me suis bien planté. Au sens où je ne me suis pas planté, j'ai continué à écrire très sérieusement. Mais par contre, je me suis un peu fait du mal, moi, en croyant que il était possible de vraiment s'affranchir du jeu de rôle, du jeu, tout simplement. La plupart de mes amis qui viennent du jeu de rôle et qui ont écrit, sont restés dans le jeu de rôle aussi, ont écrit des livres aussi, mais les deux cohabitent. Il n'y en a qu'un seul vraiment qui a réussi à faire vraiment la différence, c'est Colin, qui lui est vraiment basculé dans la littérature pure. Mais on est tous restés, tous les gens de cette époque sont plus ou moins restés avec de très sérieux liens avec le jeu. Moi j'ai complètement oublié à partir de 21 ans, quand j'ai commencé à écrire, j'ai complètement oublié le jeu. Je continue à jouer à mes campagnes avec mes potes parce que c'était comme ça que j'interagissais avec mes amis par le jeu. On vivait quasiment rien ensemble, hein. Mais par contre quand on jouait, on sauvait la planète, je sais pas combien de fois, c'était incroyable. D'ailleurs, moi quand je parle à mes potes, la plupart du temps on parle de nos campagnes, je les connais depuis 20 ans, hein. Et je les vois toutes les semaines, hein. Mais on parle de nos campagnes, on parle de ce qu'on a fait, ah tu te souviens, une espèce de monde, bon, on n'a jamais vraiment rien fait, on a dû aller à la plage 2 fois ensemble. Mais bon, c'est une amitié comme une autre, hein, voilà. C'est une amitié basée sur des choses comme ça. Et donc j'ai continué à jouer, j'ai continué à maîtriser des choses et compagnie, mais bon, je sentais bien que j'étais en train de périr, quoi. Et puis, donc, à partir de j'ai fini cette époque en me disant que je ne pouvais pas me contenter uniquement d'écrire des livres. C'est-à-dire que je ne pouvais pas uniquement me contenter de présenter un univers avec une histoire, somme toute assez banale, enfin, pas banale en termes de péripéties, mais banale en termes d'enchaînement de causes, quoi. Et là, je me suis dit, bon, alors, plutôt que d'envisager la littérature par rapport au jeu ou le jeu par rapport à la littérature, essayons de trouver quel est le point qui pourrait englober les deux. Littéralement. Parce que, vous savez, il y a un débat en ce moment dans les jeux qui disent est-ce que les jeux sont de l'art ou est-ce que l'art c'est du jeu, quoi. Quelque part, quoi. Oui, parce que finalement, quand on réfléchit bien, la démarche de l'artiste vis-à-vis de son œuvre, elle est totalement ludique. Même si elle est héritée de sentiments, d'émotions, elle est construite sur l'expérience, elle est construite sur l'histoire de l'art, tout ce que vous voulez, la création, c'est ludique. C'est quelque chose où on met des choses ensemble, puis on fait exploser, puis oh, c'est génial, il faut faire autre chose. Enfin, je veux dire, il faut voir un peintre à l'œuvre, quoi. Il y a quelque chose, il y a vraiment une dimension très ludique à ça. Et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi est-ce que je m'emmerderais à me dire qu'on est écrivain ou qu'on fait du game design et compagnie, mais est-ce que finalement, il n'y a pas un point, là, qui permettrait de dire que tout peut être envisagé sous un angle, et j'essaie de trouver le mot, et il est dur à trouver, parce qu'il n'existe pas. En zen, on dit big mind, c'est-à-dire la pensée qui se pense elle-même. Ben, d'une certaine manière, pour moi, le moyen de m'en sortir, ça a été de penser le jeu et l'écriture en même temps. De plus les séparer, de vraiment faire un espèce de... Et étonnamment, j'ai commencé à écrire des livres qui étaient des livres, et j'ai commencé à faire des jeux qui étaient des jeux. Bizarrement, parce que justement, il y avait une espèce de... J'ai laissé les médias s'exprimer par eux-mêmes, et
Et en parallèle, j'ai développé donc une carrière d'écrivain assez radicale et assez expérimentale, on va dire, jusqu'ici. Je publie quasiment tous les ans, j'ai un bon éditeur, je ne gagne rien avec parce que je n'ai aucun succès, ça me fout. Et en parallèle, j'ai continué à être radical dans mon approche du game design. Et étonnamment, je crois que j'écris des jeux, je fais des jeux comme j'écris des livres, et j'écris des livres comme je fais des jeux. Et donc voilà, moi j'en suis à ce point-là aujourd'hui. Alors, c'est pas évident, parce que c'est quand même une vie très très créative, au sens où je baigne dans la créativité 24 heures sur 24. Moi je n'ai pas d'horaire, j'ai beaucoup de contraintes, mais c'est moi qui me choisis mes contraintes. Je vis la vie d'un enfant de 12 ans en vacances. Réellement. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'attache, par mes parents, ils sont à Marseille. Et voilà, donc je dérive comme ça. Et donc depuis 2-3 ans maintenant, j'ai commencé à essayer de me professionnaliser un peu, parce qu'à un moment donné, il faut mettre quand même les choses en place. Et je me suis dit, bon, alors, le passage de l'un à l'autre, est-ce qu'on doit vraiment envisager qu'il y a une traversée? Est-ce qu'on doit envisager qu'il y a un ensemble? Est-ce qu'on doit finalement envisager qu'il y a que le game design lui-même peut se passer de contexte? Et donc, en parlant donc avec beaucoup de game designers, j'ai découvert l'existence de ce qu'on appelle le narrative design, qui à l'époque, on parle il y a 3-5 ans, n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, les narrative designers se comptent sous, on va dire qu'on est autour du monde, on doit être une centaine. D'accord? Vraiment pas beaucoup dans cette industrie, quoi. C'est vraiment rien. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Et de par mon expérience, c'est-à-dire cette expérience de jeu, de narration, de tenter d'articuler comment est-ce que l'un et l'autre se répondre sans las, compagnie, finalement je me suis dit, est-ce que finalement moi j'ai pas quelque chose à dire sur le narrative design? Est-ce que moi je suis pas capable d'articuler, d'essayer d'articuler en tout cas une pensée là-dessus? J'ai commencé, et puis ça s'est plutôt pas mal passé, étonnamment. Parce que je me suis rendu compte que autant on peut essayer d'appliquer les principes de game design à la littérature, autant il est très très rare que la littérature serve à alimenter le game design. Parce que je voudrais pas faire une généralité, mais on est quand même dans un milieu, et je parle du jeu, où on raisonne les jeux par rapport à d'autres jeux. Toujours. C'est une énorme bêtise pour moi. Pour moi, un jeu toute œuvre doit pouvoir s'envisager par rapport à autre chose que l'œuvre, du champ de l'œuvre dont elle fait partie. Et dans les écoles aujourd'hui, on est là, oh, je vais faire un jeu à la Uncharted, je vais faire un jeu à la Deus Ex, je vais faire... on s'en fout en fait, quoi. C'est parlez-moi d'autre chose, quoi. Parlez-moi d'un jeu qui est à la forme d'un papillon. Et là on retombe sur quoi? Là on retombe sur Keno, là on retombe sur les dadaïstes, là on retombe sur l'Oulipo, on retombe sur toutes ces choses-là qui sont des choses extrêmement ludiques. On retombe sur le situationnisme, sur la psychogéographie, sur toutes ces notions-là. Alors c'est bon, enfin vous êtes à jour sur tout ce qui est psychogéographie, tout ça? Ok. Bon, je vais en parler plus tard, je continue en théorie, et puis après je vous montre l'application. Et donc je me suis dit, finalement, est-ce que mon rôle, c'est pas d'essayer d'amener un regard sur le game design, mais qui soit pas du point de vue du jeu, mais du point de vue, pour le coup, de tout le reste. Ça a marché, je suis en vie, je travaille, ça prouve que mais c'est pas sans difficulté, et je vais vous parler des difficultés qu'il y a, et vous allez voir comment ça s'articule, c'est très intéressant. Si on veut essayer de donner une définition du narrative design, il est hors de question de dire qu'un jeu s'écrit. Un jeu ne s'écrit pas. Un jeu peut s'écrire potentiellement si le creative director qui a la vision du jeu est un scénariste, comme c'est le cas par exemple du gars de GTA qui écrit 3000 pages de script. Ouais. C'est son jeu, c'est son truc, son bébé, il est à fond dessus, quoi. Ou le gars de Bioshock, qui est Levin. Mais la plupart du temps, ces jeux ne s'écrivent pas comme ça. Ces jeux se conçoivent, et puis après, on a quelqu'un qui arrive et qui tente de faire du sens avec ce chaos, quoi. Donc on a une première vision de ce que pourrait être un écriveur de jeu. J'utilise pas le mot scénario, attention. Un écriveur de jeu, c'est quelqu'un qui va prendre une source qu'on lui donne, un tas de pixels, on va dire, un tas de mécanismes, et on va lui dire, voilà, bon, on ne sait pas trop ce qu'on a fait avec, est-ce que tu vois du sens là-dedans? Ouais, alors, bon, donc là, ça nous oblige à travailler. Là, le narrative designer est plus dans un rôle
d'accoucheur. Là, on est vraiment dans la l'éthique, quoi. On est vraiment dans travailler avec un système de symboles, travailler avec un système d'archétypes et avec des process. Pourquoi je vous parlais de Tolkien? Parce que Tolkien, quand on lit Silmarillion, c'est un process mythologique, c'est un process de mythe, d'écriture de mythe parfait. Donc tout ça, c'est des process que nous, on peut appliquer en tant que narrative designer à des masses de pixels, à des masses de gameplay, on va dire, sans vraiment beaucoup de sens. Pour essayer de faire d'amener un sens, voilà. Donc on fait résonner des personnages entre eux, on donne d'autres noms, parce que le mot est très fort dans le jeu vidéo, il n'est pas censé apparaître, mais c'est lui qui tient l'architecture des jeux, c'est le mot qui tient. C'est pas de moi, hein, c'est Chris Crawford qui dit ça, hein, que tous les jeux sont des mots. Chris Crawford. Hein? Oui, des verbes et des noms. Le jeu, c'est plus du verbe d'ailleurs, que des noms. Mais c'est des mots, ça reste des mots. Et donc là, bon, c'est quand même un métier très difficile. En général, c'est là où on est le mieux payé. Parce que on est la dernière roue du carrosse. Tout le monde nous marche dessus. Mais on est là pour ça. On est là pour ça, on est là pour s'en prendre plein la gueule. On est là pour dire, prends ça, débrouille-toi. Ok, alors là, il faut se plonger dans les trous, il faut inventer des machins, il faut trouver des correspondances. Et alors, c'est là où l'ésotérisme est très fort pour nous, parce que l'ésotérisme, qui est un système de correspondance, donc relation entre les éléments, comment est-ce qu'on fait résonner les éléments entre eux? C'est plus les éléments qui comptent, c'est les relations entre les éléments. Et là, on peut ouvrir le champ vers tout ce qui est l'esthétique relationnelle, de la relation qu'on a aux choses et non pas les choses elles-mêmes. Voilà, on entre vraiment dans des choses qui sont très belles. Et que notre pensée est obligée d'embrasser si on veut faire du sens. Je dirais pas que c'est les jeux qui sortent de là sont les plus réussis. Parce que malheureusement, on a tendance à appliquer les narrative designers beaucoup trop tard dans le développement d'un jeu. Quand les choses sont trop sédimentées. Et on arrive, à moins d'avoir un narrative designer qui vraiment poutre sa main, on arrive à des univers détachés de la mécanique. Qui sont beaux, qui sont peut-être des beaux univers, mais qui sont quand même des univers qui sont... La mécanique ne traduit pas l'existence des personnages et du joueur dans l'univers. C'est deux choses qui sont assez séparées. Donc ça c'est le premier métier qu'on a, malheureusement un des métiers les plus courants, mais un des mieux payés. Et on n'est pas beaucoup à le faire. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. La deuxième chose, le deuxième métier de narrative designer, qui est celui que je préfère, et qui est celui que tout narrative designer préfère, et qui est celui qui est le moins bien payé et qui est le moins courant, c'est évidemment celui de créateur d'univers. Et pour moi, ça c'est fondamental, parce que écrire un scénario de jeu, pour moi, n'a aucun intérêt. Vraiment, je l'ai fait, je le referai probablement, parce qu'on est quand même dans une industrie qui est encore sur des structures hollywoodiennes, avec un acte, 2 actes, 3 actes, exposition, climax, on est encore dans le monomythe de Campbell avec le héros qui sort, machin, tout. On est là-dedans, on est dans une espèce de bouillie, de clichés, on n'en sort pas. Alors pourquoi on n'en sort pas? Bon, pour plein de raisons, parce que les émotions traduites par le jeu vidéo sont encore aujourd'hui très pauvres, on est sur de la peur, on est sur des choses qui sont très primaires, comme ça, très primitives, bon, qui sont pas très intéressantes, et forcément avec des émotions pareilles, ben, on fait des choses qui sont de l'ordre du cliché, quoi. Donc je n'ai aujourd'hui, à l'heure de 2013, je n'ai jamais vu un scénario de jeu vidéo qui me fait dire que le jeu vidéo est un média à scénario. Si peut-être, quand j'ai joué au premier Deus Ex, voilà, et peut-être au premier Bioshock. Et d'ailleurs, Bioshock Infinite n'a aucun rapport avec le premier Bioshock. Et je dirais pas qu'il est raté, mais pas très intéressant. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça se compte sur les doigts de la main dans les preuves. On peut éventuellement dire que Planescape Torment, qui était un très très beau jeu d'aventure, fait avec le moteur de Baldur's Gate, très jeu de RPG, très très beau, très fouillé aussi au niveau des scénarios et tout, mais bon, enfin, voilà, ça se compte quoi. Voilà. Par contre, là où le jeu vidéo est fort, et c'est là où le narrative design doit se dégager, réellement, c'est de dire que, à partir du moment où nous essayons de faire parler notre média correctement, nous devons tenir compte des spécificités du média. Et la spécificité de l'ordinateur, c'est quoi? C'est le procédural. C'est l'émergence. Et ça, c'est fondamental. Et j'espère, et j'ose espérer que dans 10 ans, c'est ce métier que je ferai enfin tout le temps.
c'est-à-dire d'enfin travailler de l'émergence. Parce que l'émergence, c'est à la fois quelque chose qui vient en amont et c'est à la fois quelque chose qui vient en aval. C'est vraiment les deux. Comment ça marche? On ne crée pas des histoires, on crée des contextes dans lesquels un joueur va pouvoir s'impliquer et dans cette implication, on va pouvoir créer tout un nombre d'histoires qu'il va pouvoir répéter ou pas, dans n'importe quel sens. On voit des jeux comme ça qui arrivent en ce moment, Downstairs, qui est un très beau jeu, tous les roguelikes qui sortent en ce moment sont totalement dans ce genre-là. Les roguelikes, c'est-à-dire ces jeux qui se jouent très très vite, où on meurt très très vite, et puis qui respawn tout de suite au début, et puis le niveau c'est plus du tout le même, puis les monstres c'est plus du tout les mêmes, et puis on est plus du tout dans les mêmes situations, et puis là on peut se recréer quelque chose. Voilà. Donc là, on est dans la machine. Là, on est. Il y a vraiment une histoire là ou c'est... Il n'y a pas une histoire, il y a un contexte. Imagine, je te dis, ok, le contexte c'est que il y a un donjon incroyable et au bout du donjon, il y a un dragon qui a très très faim et dans le donjon, il y a tout un tas de cuisiniers et tout un tas de recettes différentes. Et puis, on ne sait pas trop laquelle recette de quoi le donjon va se nourrir. Tu débarques dans le donjon, tu vas peut-être rencontrer un boucher, la partie d'après, tu vas rencontrer un boulanger, quoi. Et ça n'aura rien à voir, parce que le boulanger et le boucher ne sont pas écrits de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes émotions, ils n'ont pas la même manière de réagir à l'aventurier, ils n'ont pas la même manière de réagir aux événements que l'aventurier va provoquer dans le monde. Donc, on va créer des situations, on va créer des potentialités, et le joueur va rentrer dans ces potentialités, va les coller les unes après les autres, l'ordinateur va l'aider à faire ça. Et là, on va pouvoir réellement commencer à voir ce qui se passe dans la narration, dans la véritable narration du jeu vidéo. Aujourd'hui, le problème de ça, c'est qu'on n'a pas la puissance de l'intelligence artificielle qu'il faut pour pouvoir arriver à créer ces algorithmes émergents. C'est-à-dire que on va créer, je reprends mon histoire de boulanger, de boucher, machin, enfin, chacun a des variables d'émotion. Et en fonction de la variable d'émotion du boulanger là, ou de la variable d'émotion du boucher là, il va se passer ça. Il peut se passer ça, ou il peut se passer autre chose, Ça, c'est des algorithmes, tout ça, c'est... Moi, je suis pas codeur, moi, je travaille avec des gens qui sont spécialisés là-dedans maintenant, qui sont même à la pointe de ça, parce que j'essaie réellement d'embrasser cette pensée-là, mais c'est très très rare, les gens qui font ça. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde de script. D'accord? Enfin, je veux dire, il y a qu'à regarder Uncharted, il y a qu'à regarder Bioshock Infinite, quoi. Disneyland, quoi. C'est Disneyland, je veux dire, ça, il y a encore Disneyland plus intéressant, Disneyland, il n'y a pas d'histoire. Disneyland, pour le coup, c'est purement émergent. D'ailleurs, on a un environnement qui est complètement bindé comme ça, avec des caractéristiques, avec des contraintes et compagnie. Et nous, on se dirige. Alors, le problème de Disneyland, c'est qu'on est plus ou moins dirigé, canalisé, on va dire, par les sens, les émotions, les couleurs, les repères. Mais globalement, l'histoire qu'on se fait à Disneyland, ça sera jamais. Moi, si je vais à Disneyland demain, tu vas à Disneyland demain, on n'aura pas la même histoire à raconter, quoi. Parce qu'on n'aura pas commencé par le même endroit, on n'aura pas rencontré les mêmes personnes, on n'aura pas fait les mêmes attractions, on n'aura pas eu le même temps. Donc c'est très rare. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe qu'en ce moment, il y a un phénomène qui est très très beau qui arrive dans le jeu vidéo, qui est l'idée de créer que des contextes. Et à l'intérieur de ces contextes, de laisser le joueur avec 2-3 éléments d'interaction pour voir ce qui se passe. Et alors évidemment, pour moi, le plus beau jeu, pour moi un des plus beaux jeux jamais fait, c'est Proteus. Et ça, vraiment, moi, je suis un militant de ce jeu, quoi. Il faut absolument jouer à Proteus. C'est peut-être probablement dans l'histoire du jeu vidéo, quelque chose, il y aura un avant et un après Proteus pour moi. Proteus, il se passe rien, tout ce qu'on peut faire, c'est marcher s'asseoir, quoi. Voilà. Et ce que nous avons appelé l'année dernière avec d'autres game designers, le just walkingisme, juste marcher. Il y a d'autres jeux qui sont sortis dans le même genre, D-Raster. Le D-Raster est très scripté, très dirigiste, alors que Proteus n'en est pas du tout. D'ailleurs, D-Raster est abominablement prétentieux et quasiment bon, quoi. Là où Proteus, c'est une liberté de ton, de poésie, d'ambiance incroyable. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas besoin finalement de coder de l'intelligence artificielle, j'ai juste besoin de créer un contexte avec des jolies fleurs, qui ont des couleurs différentes en fonction du temps, en fonction de la période de la saison et compagnie, et on laisse le joueur se débrouiller là-dedans et se faire sa propre idée. Proteus est très très beau parce que Proteus mêle à la fois une génération procédurale de l'univers, qui est une île, et une musique procédurale, qui sont des espèces de loops qui dépendent de l'endroit où on est, au moment où on est, dans la direction dans laquelle on regarde et en fonction de l'événement qui arrive. La musique n'est pas la même. C'est pas que la musique n'est pas la même, c'est que ce sont des loops qui se bouclent les uns les autres et qui se sélectionnent les uns les autres. Et donc ça crée des expériences totalement de contemplation absolument merveilleuse, quoi. Et ben, ça ouvre la voie à quoi? Ça ouvre la voie à la poésie, réellement.
C'est-à-dire que ça, et par poésie, je ne parle pas de vers, de versification, je ne parle pas de faire du poème. Je parle vraiment de comment envisager le vivant dans une œuvre, dans quelque chose, dans n'importe quoi en fait. Donc on arrive à ça, quoi. Et ça c'est un moment que moi, en tant qu'auteur, enfin, je suis heureux d'être là, quoi. Je suis heureux de dire, ah, si je peux ne serait-ce que contribuer, alors modestement, à pousser le jeu vidéo là-dedans, mais tant mieux. Est-ce que c'est ce que les joueurs veulent? Est-ce que ça reste encore des jeux? Moi je crois qu'on s'en fout. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, je pense que à peu près tout est jeu. Que même si l'ennui est nécessaire parfois pour pouvoir prendre des choses de la vie, l'ennui lui-même peut être un jeu. Donc moi là-dessus je me prononce pas, je trouve que tout ça c'est un peu des querelles de clocher, ou alors on pose l'artiste, un se disant un quoi. On s'en fout un peu. Il reste que la difficulté de créer des contextes intéressants, significant dans les jeux vidéo, c'est bien chaud, quoi. Parce que le jeu vidéo a une culture derrière, a une culture déjà très élevée. C'est le nombre de mecs, à partir du moment où on essaie de formuler quelque chose par soit peu, et je ne vais pas aller jusqu'à dire féminin, parce qu'encore une fois je mets ça en opposition à la vérité, mais on va dire subtil, un peu plus discret. C'est entendu, hein. Alors, avec les gros bourrins sur les forums, mais pas un jeu, c'est lamentable, quoi. On a une espèce de culture dégueulasse, du sexisme, de la voiture, du foot, de la glorification des armées. Enfin, c'est dégueulasse tout ça. Enfin, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est immonde, quoi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'on soit des abrutis pour avoir un média aussi beau, aussi riche que le jeu digital, faire utilisé pour une glorification militariste. On est con, quoi. Parce que c'est le marché. Pas très intéressant. Donc là, la difficulté, elle est de réussir à créer des univers significants, donc avec du sens, de trouver l'argent pour faire les jeux dedans et pour créer. Et c'est là où j'arrive donc au cœur de mes problèmes. Un problème que personne n'a résolu et qui est très très difficile à résoudre. Est-ce que le contexte vient en premier ou est-ce que les mécaniques viennent en premier? Parce que il y a un gros débat en ce moment, plus que le débat de l'art et du jeu, etc. Il y a un débat entre les ludologues et les narratologues. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit raconter une histoire avec un jeu, ou est-ce que c'est juste un jeu de mécanique? Est-ce que Donkey Kong raconte une histoire, finalement? Est-ce que Donkey Kong n'est qu'une mécanique? Est-ce que le mec il s'est dit je vais faire une histoire d'un gars qui veut libérer sa copine en haut d'un échafaudage avec un gorille roux? Pourquoi il est roux? Parce qu'il est trop seul. Il s'en fout, le mec il fait un truc, il saute, puis il a un problème là-dessus. Nous on y a greffé des choses, les joueurs ont greffé leurs histoires chaque fois. Ça c'est très difficile, c'est très très difficile. Parce que les narratologues vont vous dire non, c'est le contexte en premier, c'est l'histoire, c'est les personnages, et machin en premier, et les ludologues vont vous dire non, c'est que du mécanisme, on prototype à mort des trucs, et puis un jour on a un beau mécanisme, et puis on lui trouve une justification. Bah, évidemment, la vérité, c'est ni l'un ni l'autre. Comme toutes les choses dans cette réalité, toute l'interdépendance, c'est la composante fondamentale de toute pensée discrète, j'allais dire, et par discrète, j'entends subtile. J'utilise le mot de discret parce que il se met dans les interstices. Et je pense qu'aujourd'hui, la pensée, si elle n'est pas interstitielle, on continuera à refaire les mêmes erreurs qu'on a fait pendant des siècles, des millénaires, et se foutre sur la gueule, dans une pensée dualiste comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le game design interdépendant? Que signifie l'interdépendance en game design finalement? C'est-à-dire à quel moment on va se dire la poule et l'œuf coexistent dans le même espace-temps? C'est ça dont on parle là. Moi je me souviendrai toujours de la première réunion de game design avec tous les game designers et tous les gars et compagnie. Ils étaient à fond, ils ont parlé 3 à 4 heures et tout, et au final, moi tout ce que j'avais marqué sur mon cahier c'est l'œuf ou la poule, quoi. Parce que, ouais mais alors attends, si on fait cette mécanique, oui, alors c'est justifié comment, machin. Donc, c'est super difficile.
C'est super difficile pour un narrative designer aujourd'hui d'arriver, de dire j'ai une idée de l'univers, on me donne un mécanisme et moi je dois y faire du sens, ou je dis je donne un contexte et on va trouver le mécanisme. Dans les deux cas, c'est les murs. Dans les deux cas, c'est les murs, dans les deux cas, on arrive à des jeux qui sont bancals, dans les deux cas, on arrive à des murs. Donc, comment faire? Bah, comme vous le savez, si vous avez, enfin, je crois que vous êtes tous dans le game design plus ou moins, un autre, le game design est une pratique. Et la pratique du game design, c'est une pratique vraiment de la flexibilité. Et c'est vraiment une pratique de l'adaptation, de l'improvisation, de la capacité d'improvisation, de la capacité d'adaptation, de la capacité d'ouverture. Et c'est ces muscles-là qu'il faut entraîner. Donc ce sont les muscles de la créativité. Ce sont les muscles de la poésie, de l'imagination. L'imagination, c'est exactement ça. L'imagination, c'est pas inventer des choses qui n'existent pas. L'imagination, c'est inventer des choses par rapport à d'autres choses. Moi, je suis un bachelorien, d'accord, je suis dans l'imagination matérielle, j'ai des idées parce que je regarde des surfaces, parce que je regarde l'eau bouger. J'ai besoin de matière, j'ai besoin du réel. Et pour moi, une cause, c'est une cause. Il n'y a pas des causes et des conséquences, il y a des causes et des causes. Parce que chaque conséquence est la cause d'une autre conséquence, quoi. Donc c'est que des causes, finalement. Donc cette capacité-là, cette structure-là, cette capacité qu'on a de passer de quelque chose à l'autre qui n'ont rien à voir et de savoir que c'est la même chose, cette capacité de transgression permanente, cette capacité de tenir des paradoxes, d'être capable de penser B et A en même temps, sans les opposer, en se disant mais finalement qu'est-ce qui les unit, plutôt que qu'est-ce qui les désunit. C'est ça le game design pour moi. On est là. C'est-à-dire que c'est plus simplement de la systémique, c'est plus simplement l'observation d'un système, et de trouver ce que ce système va nous dire, c'est qu'est-ce que ce système est et qu'est-ce que ce système n'est pas en même temps. C'est vrai que ça a l'air comme ça complètement fou ce que je vous dis, mais en fait, en pratique, c'est tout à fait gérable, quoi. Il suffit juste de développer les bons outils. Et les outils du narrative designer, il n'y en a pas 36 000, hein. C'est les mains, c'est la parole, et c'est éventuellement un bout de papier et un crayon. Et on va pas plus loin que ça, quoi. Moi, je travaille avec un studio qui s'appelle Storybricks, c'est eux qui font l'intelligence artificielle de Northwest Next. C'est quelque chose de très très pointu. J'étais en réunion avec eux la dernière fois, et il y en a un qui me regarde et me dit mais toi t'as de la chance que ton seul outil c'est ton crayon. Mais c'est vrai, et c'est cool. C'est vraiment chouette, quoi. Mais c'est pas parce que j'ai un crayon que je vais dessiner ou que je vais écrire une nouvelle. Non, j'ai un crayon pour essayer de faire coexister tout dans la même page, dans le même espace. Et c'est ça le métier de narrative designer, pour moi maintenant. Et encore une fois, quand je vous parle, je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, ou c'est ce qui est industriellement correct, acceptable, ou c'est ce qui est, en tant que joueur, ce qu'on attend. Non, non, je vous parle de comment moi, je le ressens. C'est mon expérience, c'est sincère, et c'est tout. Et c'est valable que pour moi. D'accord? Et je mourrai avec. Moi, une méthode de merde, quoi. Mais je peux pas m'empêcher de penser que si on veut avoir des jeux un peu en dehors de l'indie, hein, et là vraiment j'en arrive à l'idée de travailler avec des équipes de 10, 15 personnes, 30 personnes. Si on veut arriver à des jeux peu signifiants comme ça, il va falloir absolument intégrer le narrative design tout de suite dans le développement et directement dans le développement. C'est-à-dire que le narrative designer devient un développeur en tant que tel. Car c'est sa capacité à faire sens de tous les algorithmes en temps réel et de tous les facteurs et de toutes les contraintes en temps réel qui gardent l'intégrité du design. Et c'est pour ça que vous voyez autant de jeux qui se perdent en route, qui se perdent en coup de route, qui se désagrègent au niveau des univers, qui se désagrègent au niveau de tout. C'est parce que cette intégrité-là, ce cœur-là, il n'existe pas, quoi. Alors évidemment, vous allez me dire, le gros problème que ça pose, c'est le problème de l'ego. C'est-à-dire qu'à un moment, un narrative designer a l'impression d'être se mettre à mort, quoi. Parce que finalement, on pourrait très bien se dire que un narrative designer peut se poser en espèce de grand maître à penser comme ça, puisque c'est lui qui unit tout, alors finalement c'est lui qui a la vision, c'est lui qui a l'énergie quelque part, quoi. Ça peut arriver. Si le narrative designer est le porteur de l'univers, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de ne pas lui faire confiance.
Il n'y a aucune raison de dire « Oh là là, non, on va faire autre chose ». Non, au contraire, il faut profiter. Il faut profiter de cette intégrité-là, il faut profiter de cette identité, de ce noyau, quoi. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, comme vous le savez, le jeu vidéo, c'est une affaire d'individu. Tout le monde s'approprie le jeu. C'est un média, on a grandi avec ce média. On a un sentiment de propriété avec ce média. Il est très difficile de faire taire l'ego des développeurs, des directeurs artistiques. C'est très très difficile. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est de les laisser s'exprimer. Et pour les laisser s'exprimer, il faut que le narrative designer, il n'en ait pas d'ego. Ou alors, qu'il en ait, parce qu'on en a tous, mais qu'il ait l'habitude de travailler dessus, lui. Beaucoup plus que les autres, en tout cas. Tout le monde travaille sur son ego, évidemment. Mais, le narrative designer, quelque part, c'est lui qui doit faire un effort supplémentaire. Ça, c'est très important. Quand j'ai commencé mon métier, je disais bêtement que le narrative designer, c'était la femme. Parce que j'étais entouré de mecs. Et ça bondait dur. Et que c'était pas très intéressant. Parce qu'ils étaient là, en disant, moi j'étais plutôt dans le fait de prendre toutes ces graines, de les réunir là, et de dire, finalement, tout ce que vous dites, c'est ça. Je vous dis pas que ça marchait tout le temps. Je me suis quand même pris quelques murs, elle est pas mal, mais je m'en prends toujours d'ailleurs. C'est un métier dur. J'ai de l'ego comme tout le monde, même si je suis habitué à travailler dessus quotidiennement, on va dire, de par ma pratique spirituelle. J'ai quand même une très grosse difficulté à ça. Pour moi, ça, et là je vais ouvrir un peu le champ et ouvrir la discussion, c'est plus que du game design. C'est plus que du narrative design. Moi, mon ego, je le gère avec ma pratique spirituelle, je le gère avec mes bouquins, je veux dire, comme je le dis à mes associés, parce que je n'ai pas de patron. Moi, mon ego, il va bien, j'écris des livres. Quand j'en prends le ego, je sors rien. Mon nom, gros. J'ai fait partout, mon interview, photo, c'est super, hey, cool. Tout va bien, rien à foutre. Donc mon ego, il va bien. Des fois, je suis un peu piqué quand j'ai une bonne idée ou quand j'ai l'impression de tenir une vraie direction et que on me dit en fait non, on n'aime pas. Moi, je sais que c'est bon, quoi. Je sais que c'est super ce que je dis là. J'ai l'habitude de gérer des dessinateurs, j'ai l'habitude de gérer des artistes. Je sais. Non, mais on n'aime pas. Et là, c'est chaud. Là, c'est des moments qui sont très 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 familiers. Pour moi, donc. Cette attitude-là, elle s'est transformée en attitude quasiment politique, je vous dirais. Et c'est en ça que finalement, je rejoins un peu les situationnistes sur le sujet. C'est que quelque part, si on apprend à penser comme ça, c'est-à-dire en tolérant le chaos mais en se faisant des bisous, un chaos de bisous, en fait. C'est littéralement ça, quoi. Un chaos de bisous, c'est la guerre des bisous. Complètement fou comme idée, quoi. Et ce n'est pas de moi, c'est de Jim Henson, créateur de Mopetio, qui a qualifié ça d'anarchisme affectionnate anarchisme affectueux. Et je me suis rendu compte que c'est un outil formidable de vie, de design, de création. Et donc pour moi maintenant l'enjeu, il n'est plus du tout de dire qu'il faut faire des jeux comme ça. Moi, mon but de dire maintenant, c'est à quel moment on va enseigner ça aux gamins, quoi. À quel moment on va mettre la créativité, la flexibilité, l'adaptabilité, la tolérance, l'interdépendance, l'ouverture d'esprit entre les mains de ces enfants. Moi, j'ai épluché les activités parascolaires de la rentrée 2013. Il y a des pages et des pages et des pages et des pages. Il n'y a pas un atelier de design. Pas un. C'est quand même étonnant. Ces gamins, ils vivent avec les jeux, ils font des jeux, leurs jeux sont là, ils ont conscience d'être dans du jeu des fois, il faut coller la réalité, mais la plupart du temps, à aucun moment on leur dit, mais attendez les enfants, vous pouvez essayer de commencer à concevoir des choses comme ça, quoi. Essayez de commencer à développer des relations entre vous à travers des jeux en commun, quoi. Ça n'existe pas en France. Ce n'est pas vu, ce n'est pas envisagé.
Les cours de game design dans les écoles en France, ils sont réservés à Sciences Po. Ils sont éventuellement réservés à quelques facs spécialisés. Mais ce sont la plupart du temps des cours de game design très techniques. Absolument pas des cours de créativité. Moi, j'ai fait un cours de narrative design à l'ICANN. Je crois que les élèves ont adoré ce qu'on a fait. On a fait 3 heures de cours. Ils sont sortis, ils étaient fous, les gamins, quoi. Ils m'ont demandé de revenir. L'ICANN ne m'a pas demandé de revenir. D'accord? Pourtant, il était fou, ce cours, quoi. C'était incroyable, incroyable ce qui se passait là. C'était pour quel âge? Hein? Ouais, non, c'était grand, bon, ils étaient plus grands, il y a une vingtaine d'années, quoi. Mais je travaille aussi avec des enfants, à maternelle. Maternelle, primaire. Et étonnamment, qui sont les meilleurs game designers de ces écoles? Les filles. 80% de mes étudiants sont des filles. Des gamines, bien sûr, évidemment. C'est elles qui sont curieuses. C'est elles qui ont envie de prendre ces idées, qui ont envie de les réunir et qui ont envie de les ressortir. C'est elles qui sont capables de mettre en veilleuse leur... C'est elles qui sont capables de mettre en veilleuse leur ego pour le... Je dirais pas le bien commun, mais en tout cas pour ce qui se passe. Ce qui se passe. Vous voyez? Et pour moi, ça, c'est pas possible de le faire que d'un point de vue du jeu pur. Il faut donner des outils de lecture, il faut donner des outils de créativité, des outils de création, il faut apprendre à dessiner, il faut apprendre à écrire. Et non pas écrire pour écrire un livre, dessiner pour faire une bande dessinée. Non, tout ça pour alimenter la discussion, tout ça pour réunir, tout ça pour synthétiser. Je me suis rendu compte cette année que le cours le plus important de ma vie, il m'avait été donné en première et en seconde, quand on m'a appris à faire des résumés de texte. Et les synthèses de texte avec les plus 10%, moins %, etc. C'est incroyable, l'outil formidable que c'est ce truc. C'est un outil qu'on estime être inintéressant. Ah non, pour moi c'est vraiment un outil fondamental pour comprendre comment fonctionne, comment traiter l'information. Donc voilà, donc en gros, pour moi, il y a tout à faire en fait. Très peu de choses sont faites, les narrative designers qui travaillent dans ce milieu en ce moment ont conscience tous de ça. Tous. Ont conscience du fait que c'est très très difficile de faire accepter la transgression comme étant une composante de création pure. Ce qui est pourtant étonnant dans un milieu comme le jeu vidéo qui justement est censé être très ouvert là-dessus, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles formes de pensée et compagnie, quoi. D'autant plus que si on réfléchit bien, si on pousse un petit peu loin la réflexion là-dessus, le game design pourrait régler un certain nombre de problèmes structurels dans la société, quoi. Réellement, quoi. On pourrait totalement envisager que le game design soit un outil pour simuler et régler des problèmes que nos outils politiques, économiques ne règlent plus. Ils n'ont jamais pu régler d'ailleurs. C'est tout à fait possible de l'envisager. Donc voilà, moi en tant que narrative designer, pour moi le challenge il est vachement plus haut que simplement je suis narrative designer, je gagne des sous dans l'industrie et je fais des jeux. C'est pas ça le problème. Le problème il est beaucoup plus loin et à quel moment on va vraiment embrasser les possibilités du médium. Je parle de jeux vidéo, ok ? À quel point on va embrasser cette communion qu'on a avec la machine, cet échange qu'on a avec la machine, et qu'on ne va pas tenter de lui imposer notre point de vue destructeur, parce que on est là où on est aujourd'hui, hein, je suis désolé, c'est pas brillant, quoi. Mais qu'on va se servir de ce que la machine va nous donner comme potentialité d'émergence, et qu'on va la faire chanter, en fait. Qu'on va voir, et finalement, on va reproduire avec les environnements digitaux ce que les anciens, ce que nos anciens, et quand je parle anciens, je parle vraiment des présocratiques, quoi, on fait avec la nature. Quand on regarde le leaking, par exemple, vous voyez ce que c'est le leaking? Bon, alors, voilà. Bon, je vais parler maintenant que je vais aborder ça, je vais parler d'un certain nombre de choses qui, à mon avis, vont vous intéresser, et qui sont des choses structurelles, des outils qui permettent de comprendre cette pensée, d'envisager cette pensée, et de créer des choses. Alors, moi, le premier outil que je vous donnerai d'approche, c'est le leaking. D'accord? Ça, c'est très important, ce qui est très rigolo, c'est qu'on est presque là. D'accord? Alors, on va dire le leaking, on va dire... qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'un stylo noir.
quelqu'un des pièces? On s'en fout. Allez, hop. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert il y a 5000 ans. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Ok. C'est un truc de fou, hein. Ça, c'est le premier code de la réalité qui existe. Et le premier code de la réalité, réellement. Reality. C'est quelque chose qui décrit la réalité dans laquelle on vit. Alors là, on a le feu. Ouais, le feu sur le feu. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire par rapport à notre situation. Mais globalement, le Viking a été écrit à une époque où des gens qui sortaient des cavernes, des pêcheurs-cueilleurs, regardaient le monde avec des yeux émerveillés parce qu'ils le voyaient pour la première fois. Ce qu'ils voyaient à l'œuvre était un processus de croissance et de décroissance. Okay, les fleurs, les saisons, les émotions. J'ai peur, j'en ai plus peur, je t'aime. Et ils ont tenté de coller les deux ensemble. Et ils ont tenté de dire, si nous sommes capables d'observer suffisamment la réalité pour comprendre le processus de croissance et de décroissance de la nature, pourquoi ne pas l'appliquer à nos émotions? Pourquoi ne pas être capable de savoir que si une fleur elle en est à cet état-là et que nous savons qu'elle arrivera forcément à cet état-là, si cette fleur est un sentiment, cet état de fleur est un état de sentiment, alors je sais comment mon sentiment va finir. Ça, c'est le Viking. C'est-à-dire une tentative de radiographie de la pensée, de l'émotion. Comment ils ont fait ça? Quasiment en faisant un jeu. C'est-à-dire que le monde, l'état naturel du monde, n'est pas du tout l'ordre, c'est le chaos. Le chaos est l'ordre naturel. Ça, c'est la condition sine qua non pour envisager le narrative design et la création. Toute création. Le chaos, il est là. L'ordre peut venir, l'ordre exister, mais le chaos, c'est ce qui existe. Alors, il y a des gens qui diront le hasard, le véritable ordonnement. Moi, je dis c'est le chaos, réellement. Cette espèce de boule de destruction, de construction qui nous arrive en pleine gueule tout le temps et qui repart, et qui revient, et qui repart, et qui n'arrêtera pas, quoi. Qui ne s'arrêtera pas avec nous, quoi. D'accord? On va dire que ce moment présent, là, maintenant, là, X, hop, celui-là, ah, je l'ai loupé. Alors, celui-là, d'accord? Celui-là, je vais lui donner un nom, à ce moment-là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler ça. C'est-à-dire que ce moment-là, il est basé sur un principe d'ouverture et de fermeture, c'est-à-dire d'une ligne pleine ou d'une ligne brisée. Parce que tout dans la nature fait écho à cette dualité-là. Les choses sont fermées ou ouvertes, noires ou blanches, bonnes ou mauvaises, profondes ou pas profondes, hautes ou basses. Je vous enferme. Tenez les toits. Et à partir de ça, on structure une séquence, littéralement, une séquence, un algorithme de ce moment présent que je vous ai dit tout à l'heure, qui est déjà passé, hein, et qui a été ça. Et ce moment-là, à partir du moment où on a un point de départ et qu'on sait que les choses sont forcément ouvertes ou fermées, on sait que cette chose-là peut se transformer en une autre chose. Et que ce qui va nous intéresser, c'est le processus de transformation d'une chose en une autre. Et là, je n'affabule pas du tout, hein. Le Viking, ça fait des millénaires qu'on l'étudie, quoi. Alors on lui a collé une très mauvaise réputation, parce qu'on peut évidemment s'en servir comme oracle, c'est très simple. À partir du moment où on sait qu'une chose peut se transformer en une autre, on peut très bien dire que t'arrives avec ton problème. Ah là, ma femme m'a quitté, c'est terrible. Ok, ta femme t'a quitté, c'est terrible. Alors je vais nommer ce moment où ta femme t'a quitté, terrible, et c'est celui-là. Techniquement, ta femme t'a quitté, elle va aller avec un autre. Ça, c'est ce qui peut se passer. D'accord, c'est ce qui va se passer. Mais en tant qu'être humain, on peut très bien s'interroger. Il faut juste qu'on connaisse le point d'arrivée, en fait, tout simplement. Et nous, on est capable d'appliquer une décision d'humain à ce processus-là. Le Viking donc, a été utilisé par des voyantes, par des grands empereurs qui nous ont annoté, qui ont fait des décisions militaires là-dessus. Et ce qui est terrible, c'est que, et vous pouvez tester ça chez vous, hein, ça tombe à 98% du temps juste. C'est normal. Parce que c'est nous qui projetons. Ça va répondre à nos questions. On me pose une question, je tire le Viking et je vais te dire, voilà, ta question c'est ça, moi je sais comment ça se transforme en ça. Je vais te donner la réponse. Et la réponse, elle marchera tout le temps. C'est mortel. C'est mortel. C'est terrible. Donc ça, c'est étonnant parce que ça permet d'écrire des contextes, ça permet de déterminer les algorithmes, ça permet de dire que quelque chose à un moment donné va se transformer en quelque chose d'autre. Donc ça, c'est un outil très précieux pour le narrative designer. Et il n'y a pas de marque là-dedans, quoi.
Enfin, il y en a sous-jacentes, c'est étudié. Il y a des gens qui font des algorithmes basés là-dessus, des algorithmes de prévision météorologique, de prévision d'apocalypse. Oh là là, oh là là. Non mais c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est un vrai outil. Il y a d'autres outils. Les mythes. Les mythes, c'est super intéressant, les mythes. Pourquoi ? Parce que les mythes, sont des... C'est une extase de l'événement, le mythe. On peut très bien envisager que Zeus et Poséidon se soient mis sur la gueule parce que c'était un volcan sous-marin et un volcan en Italie qui se sont mis sur la gueule à un moment donné au Cénozoïque, j'en sais rien. Et qui, par le temps, s'est transformé en lutte entre deux dieux personnifiés. Ça peut aussi être deux émotions contradictoires à l'intérieur d'un même être qui se font la guerre, ou qui s'enfantent l'un l'autre. D'accord ? Donc le mythe, c'est une espèce d'extase de la réalité. C'est une espèce d'amplification et de déperdition du sens sur une très longue période de temps. Non, même parfois même sur très peu de temps, à partir du moment où les informations sont très réduites. On peut très bien dire, par exemple, que quels sont les mythes du XXe siècle, par exemple. Je ne vous demande pas de me dire quels sont les mythes en tant que tels, hein, mais quel est le mythe le plus couru du XXe siècle? Quelle est la chose au XXe siècle qu'on a l'habitude de pratiquer tous, autant que nous sommes, avec très peu d'informations, beaucoup d'extase, conspiration, complot. Ça, c'est le mythe du XXe siècle, le complot. Diana. Là, on est à fond dedans, quoi. La mort de Diana. Vous vous rendez compte dans 100 ans ce qui va se passer avec la mort de Diana? C'est un truc de dingue. Si on est dans une société qui a complètement pété les plombs, on sera peut-être dans la mort d'une divinité aux mains d'une autre. Par une autre qui s'appelle Paris. C'est un truc de fou, mais ça peut exister. C'est ce processus-là qui est intéressant. Et ce processus mythique, il est fondamental. Il a été énormément analysé, débattu par des gens comme Campbell, par Mircea Eliade, des gens pas forcément recommandables d'ailleurs en même temps, hein, parce que derrière il y a toujours une charge de race. Oui, les mythes, les grandes civilisations aryennes, comme quoi avant c'était mieux, il y a l'espèce d'âge d'or, les âges d'argent, machin. Après il y a une espèce de charge un peu dégueulasse comme ça. Mais dans la structure c'est très beau. Le monomythe par exemple, qui est le monomythe, qui est la tarte à la crème du jeu vidéo aujourd'hui, le Hollywood, qui est vraiment le cercle à la con. Hein. C'est ça le monomythe. Hein. C'est je pars de mon village, on me donne mon épée, je vais dans le souterrain, je poutre le démon, je me rends compte moi-même, je reviens au village, on fait la fête, quoi. Voilà. Classique. Sauf que le monomythe, c'est quoi? C'est aussi les 4 parties d'Irlande symboliques avec les 4 saisons. Voilà, ça c'est le mythe. C'est quand même très important parce que le mythe nous permet d'associer les choses entre elles. Donc, tout naturellement, on en arrive à un autre outil du narrative designer qui est l'ésotérisme. Je ne parle pas d'occultisme, hein, parce que pour le coup, l'occultisme, qui est la mousse de la bière, la mousse de la bière ésotérique en fait. L'occultisme, c'est ce qui sert à faire des scénarios, justement. L'occultisme, c'est de dire. Récemment, j'essaie de trouver un film hollywoodien qui pourrait rentrer là-dedans. Je vois. L'occultisme Hollywood en ce moment. On va dire que l'occultisme, c'est plus l'application des choses. Ça va être le golem, ça va être le vampire, voilà, le vampire, Twilight. Voilà, on est dans une espèce d'occultisme pas crête, quoi. Vraiment, rien du tout, quoi. Mais ça reste l'application. L'ésotérisme, c'est pas ça. L'ésotérisme, c'est vraiment ce qui est caché, quoi. Ce qui est caché et ce qui est encore plus caché, ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que l'ésotérisme ne s'intéresse pas aux choses elles-mêmes, comme l'occultisme le fait, c'est-à-dire que l'occultisme va s'intéresser aux vampires, va s'intéresser aux loups-garous, va s'intéresser aux démons, va s'intéresser à la sorcellerie. L'ésotérisme va plutôt s'intéresser aux relations entre les choses. Pourquoi? Comment? Où? Dans quel contexte? Par qui? Au nom de quoi? Par rapport à quoi? Si vous n'avez jamais lu Le Pendule de Foucault de Umberto Eco, c'est maintenant qu'il faut le lire. Les bouquins les plus drôles et les plus géniaux jamais écrits sur l'ésotérisme. Hein. C'est un dépucelage ésotérique massif. Hein. Donc, à lire absolument. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est génial dans Le Pendule de Foucault, qui est un bouquin qui justement tente d'enseigner l'ésotérisme aux profanes,
qui est un bouquin qui n'est pas du tout initiatique. Enfin, qui fait croire qu'il est initiatique, alors qu'en fait il ne l'est pas, c'est une anti-initiation. On va désapprendre des choses. Quoi. Épistémologie. Épistémologie fondamentale. Pareil. C'est pas les choses qui nous intéressent, c'est plutôt l'enchaînement, la révélation et l'accomplissement à travers le temps. La spiritualité. Intimement lié au mythe d'ailleurs. La plupart des grands mythographes, comme Campbell, sont des gens spécialisés en mythologie comparée, en religion comparée. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui vouloir tenter d'articuler comment un jeu vidéo, comment un sens peut émerger du jeu vidéo sans envisager comment le sens est né de nos jeux analogiques. Parce que ça là, ça a donné des rituels. Les rituels, ça a donné quoi? Les jeux. Quand vous regardez bien les anciennes initiations antiques, les mystères d'Éleusis, des choses comme ça, sur lesquelles je travaille énormément, ce sont des jeux. Probablement pas sentis comme tels, mais dans les faits, c'est exactement ce qui se passe. Et d'ailleurs, comment s'appelle-t-il? Bon, un gars qui a écrit un bouquin sur le mystère d'Éleusis, dont le nom en turc, dont le nom reviendra très vite, son ouverture, c'est sur une Zenga, quoi, sur Homo Ludens, quoi. Bien sûr, on y est. Donc tout ça, c'est lié, quoi. Donc on pourrait très bien commencer à établir une relation de viking des mythes, épistémologie, spiritualité, on met les deux, rituel, jeu, et le jeu englobe tout, quoi. Le jeu prend tout. Vite fait, là. Et évidemment, ici, donc on est les complots, mais on peut aussi mettre Hollywood. Je veux dire, aujourd'hui, les grandes images cinématographiques des Bogart qui embrassent Lorraine Bacall dans le sommeil, c'est du mythe. On est dans du mythe. Si on le dépossède de la structure narrative dans laquelle il est issu, on arrive à une espèce de figure sublime de juste un geste et d'un mouvement, quoi. Et c'est là-dessus que sont fait les grandes images mythiques, quoi. Juste des gestes. Le mystère d'Éleusis, c'est Déméter qui donne un grain d'orge à Triptolème, quoi. C'est juste un geste. Et par là se fait l'accomplissement de la femme qui donne à l'homme la possibilité de faire ses propres récoltes, la femme divine, le mythe agraire, c'est du geste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'on voit quand on voit le ciné-club, tout ça, tous ces gestes de visage qui se penchent l'un vers l'autre? C'est ça, on est là-dedans, quoi. Donc c'est avec ça qu'il faut travailler. C'est avec ça qu'il faut travailler, c'est-à-dire qu'il faut réussir tout de suite à voir l'interdépendance des choses, c'est-à-dire que les choses ne sont pas ni blanches ni noires, mais les deux en même temps. Et la correspondance, qui est la discipline essentielle de tout ésotérisme, en fait. Voilà. Donc c'est quoi le danger de ce truc-là? Évidemment, moi je suis pas un scientifique, j'ai beaucoup lu sur ces sujets-là. Le danger là, c'est d'appauvrir la culture de l'homme pour en faire un outil de design de jeu. Ok? D'appauvrir nos traditions spirituelles, d'appauvrir notre héritage, d'appauvrir des vérités, peut-être, qui ont été révélées à travers le temps à nos gens, et que nous, aujourd'hui, nous utilisons pour en faire Lost, quoi. Parce que, vous ne trompez pas, hein, les gars de Lost, ils ont utilisé ça. Hein. Lost, c'est purement émergent. Hein. Lost, ils ont décidé de dire, allez, on fait un contexte, c'est pas trop, on met un pur noir, un pur blanc, on les balance dedans, et puis au fur et à mesure, on voit ce qui se passe, quoi. Les mecs, ils ont improvisé au fur et à mesure. Moi, je trouve qu'ils s'en sont plutôt pas mal tirés, à part le dernier épisode, qui était globalement un gros fuck à tout le monde. Mais globalement, moi, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal tirés de faire tout leur debout leur truc. C'est pas non plus Stephen King, quoi, mais ça tient debout quand même, quoi. Donc voilà, et ça c'est quelque chose
Alors, je Mais dis pas pourquoi- qu'il faut... Pardon. Pourquoi c'est un danger? Parce qu'il Bah, faut parce quand que même c'est un créer de danger. nouveaux mythes, il faut créer de nouveaux Bah non, c'est le danger du postmodernisme, enfin c'est le danger de, encore une fois, être dans... C'est pour ça que là je parlais de translation, c'est encore une fois être encore les victimes du postmodernisme, quoi. C'est-à-dire, on va se bouffer nous-mêmes, on va chier, on va bouffer notre merde, et puis on va rechier, puis on va rebouffer notre merde, et puis on va, etc. Et c'est ça qui se passe, cette espèce de loupe infernale dans lequel on sort pas en fait, quoi. À quel moment on sort, à quel moment on transgresse cette boucle, quoi. À quel moment on prend pas tout ce qu'on a créé jusque-là, qu'on le réduit pas à une espèce de purée nutritive. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui en sort en fait de ça, quoi. Quel est le sens qui sort de cette bouillie, quoi. Et ça c'est une vraie question, parce que aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'imaginaire qui va sortir de ce que les gamins ils vivent dans les jeux vidéo, quoi. Aucune. Les gamins, tous les gamins qui ont 16 ans, 20 ans aujourd'hui, quand ils auront 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Tous les gamins qui naissent avec un pad entre les mains, quoi. Moi, je le vois. Je vois des gamins de 2 ans jouer à l'iPad, quoi. Alors, faut pas tout le temps sens de ce qu'ils font, mais ils apprennent à slider, ils savent ouvrir, ils savent faire des choses déjà, quoi. À 5 ans, les gamines, elles savent utiliser Spotify, quoi. Les gamins qui jouent à Pokémon et qui deviennent des traîneurs de Pokémon à 8 ans, qu'est-ce qui va se passer quand ils auront 20 ans? Une gamine de 12 ans qui explique à sa mère comment faire un budget sur le Sims, qu'est-ce qui va se passer quand elle sera à la fac? En même temps, est-ce que ça va changer grand-chose? Parce qu'au final, c'est toujours... Si on reprend toujours les mêmes éléments, mais quand on utilise un nouveau médium, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Bah, ça dépend du médium. Parce que là, au final, c'est un nouveau continent, mais si on reprend les mythes du terrorisme... Non, bah, là, moi, je parlais de ça uniquement pour... là, je parlais d'application pratique de narrative design, c'est-à-dire comment concevoir un univers avec quoi on construit un univers, hein, tout simplement. Hein, moi, je m'interroge juste sur à quel point on est légitime, nous, en tant que designers, d'utiliser des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas à la base utilisables pour des jeux, qui sont de l'ordre de l'héritage civilisationnel, pour en faire des produits pour des bourgeois occidentaux, quoi. Parce que c'est de ça dont il s'agit, quoi. Justement, le fait de refaire toujours des films américains, toujours avec les mêmes composants, là je prends l'exemple extrême, monsieur, avec toujours le héros blanc, trentenaire, musclé, tout ça, qui se bat contre les méchants, enfin, on ne fait rien de nouveau, donc au final, qu'on fasse des films 3D, des jeux vidéo, tout ça, au fond, il y a toujours les mêmes... C'est un vrai problème. Ouais, c'est un vrai problème. Au final, la nouvelle génération, elle fera rien de nouveau. Si on... Alors, moi je ne serais pas aussi catégorique que ça. Oui, je ne serais pas aussi catégorique que toi. C'est comme ça. Moi, j'espère que la civilisation va s'écrouler vite, qu'on va se passer autre chose. Non, je rigole, mais à peine. Mais je pense qu'on va vers une instabilité du système, de cette boucle-là. Le problème, c'est que il y a une phrase quand on crée des univers parallèles, qu'ils soient virtuels ou pas, qui dit que l'autre univers il ne peut exister que s'il est suffisamment lourd. Lourd. C'est-à-dire que quand il est devant nous, il pèse dans le réel, quoi. Il est là, quoi. Ça, c'est la matière qui est créée par la vitesse de l'information, le flux d'information qui est donné à un univers. Je reprends le Silmarillion, je reprends le monde d'Arda, du Seigneur des Anneaux, quoi, qui est un monde qui est tellement épais de menaces d'information qu'à un moment donné, il fait un trou, quoi. Voilà, il fait une espèce de... Ça, c'est quoi? C'est de la matière qui est créée par la vitesse d'information, quoi. Par de la quantité d'information, par des correspondances qui tournent très très vite comme ça. Moi, mon angoisse, il est que, à partir du moment où on va continuer ces boucles et qu'on va aller de plus en plus vite dans ces boucles-là, qu'est-ce que ça va créer au niveau du réel, quoi. Et c'est déjà en train de créer ça au niveau du réel. On est déjà dans un monde, pas faux, mais on est déjà dans un monde fake, quoi. Je viens de Marseille, ok? À Marseille, il y a un truc qui est en train de se passer, qui m'horrifie, mais qui m'horrifie vraiment. Alors peut-être que je délire, peut-être qu'on est... Bon, vous connaissez tous Plus belle la vie. Vous connaissez tous Plus belle la vie? Ok, donc Plus belle la vie, pour le narrative designer. Ah! Plus belle la vie, super, bon, bah, on pense qu'on veut, on s'en fout, quoi. Plus belle la vie, entièrement, soi-disant, le panier, la vie du panier, le bar du Mistral, super beau, machin. Enfin, ce bar n'existe pas. Ce bar est entièrement reconstitué en studio, d'accord? Mais ce bar, il existe. C'est le bar d'en face, d'accord? Qui est un bar antique à Marseille, que tout le monde connaît,
on est tous allés là, on connaît par cœur ce bar. Ils ont pris modèle là-dessus pour faire leur bar de Mistral en studio. Quand Plus belle la vie a commencé à exploser, et qu'il y a des touristes qui sont allés au panier, qui étaient partis pas un quartier dégueulasse, pourri, je suis pourri quoi. Et qu'on commençait à chercher le bar du Mistral. Les mecs se sont dit, wow, c'est génial, on va faire une boutique, le bar du Mistral, genre, et on va la mettre en face du vrai bar. On va le mettre en face du vrai bar. Alors ils ont une espèce de truc pourri avec des t-shirts, des fanions, des casquettes, whatever, quoi. Ils ont récupéré le ciné-club à côté pour faire des trucs, des événements à 2 balles. Et récemment, eh ben, il y a eu des rumeurs comme quoi le bar en face allait être racheté par les gens de la production de Plus belle la vie pour refaire le bar du Mistral à l'intérieur. Voilà. Ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose qui existe. Et ça c'est quelque chose qui est complètement l'héritage du postmodernisme et du monde dans lequel on vit déjà quasiment. Les boutiques authentiquement vraies. C'est du authentique bonbon provençaux quoi. C'est un cliché, moi j'ai vraiment l'impression de vous donner un cliché parce que c'est des choses qui remontent déjà à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ça existe, donc ça veut dire que le réel il est impacté par ce monde virtuel. Ces choses-là, elles ont un sens pour les gens, quoi. Je dirais pas que la majorité des gens qui regardent Plus belle la vie ne croient pas que le bar Mistral existe, mais je pense que la plupart croient vraiment, sincèrement, quoi. Et ça me désole, quoi. Mais en même temps, moi je crois d'une certaine manière au Seigneur des Anneaux, quoi. Enfin au Silmarillion, j'y crois comment, je sais pas. Mais pour moi, il est présent dans ma vie, il impacte mes pensées, il impacte mes émotions des fois. Bon, je parle beaucoup de Tolkien, mais c'est pas non plus, c'est pas parce que j'élève plus haut, hein, c'est juste que lui, il a compris beaucoup de choses, quoi. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas ce qui va sortir de cette génération, je ne sais pas ce qui va sortir de cet imaginaire-là. J'ose espérer que la responsabilité des designers aujourd'hui, parce qu'on arrive à un monde de jeu, hein, pas se tromper, hein. Je ne suis pas un prophète, hein. C'est juste tout ce que je vois. On arrive à un monde de jeu. Et tant mieux. Mais quel jeu? Voilà. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. C'est ça le rôle du narrative design aujourd'hui. C'est de donner des jeux qui vont nous permettre de nous interroger sur le réel, qui vont nous permettre de nous interroger sur l'imaginaire. C'est pour ça que je déteste le mot de serious gaming, quoi. Horrible, serious gaming, sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est que le jeu ne joue pas, quoi. Il n'y a pas de jeu sérieux. Ça veut rien dire, jeu sérieux. Rien dire. Il y a le jeu, il n'y a pas le jeu. Ce qui n'est pas le jeu, c'est pas le jeu. C'est tout. Serious gaming, ça veut rien dire. Et donc c'est le jeu, c'est comment le jeu, on va accepter le jeu comme une composante fondamentale de l'apprentissage de l'être humain, de rapport au réel, de rapport à l'imaginaire, comment on va réussir à désinhiber la création, en disant, non mais attendez, la création, oui, il y a l'histoire de l'art et tout et compagnie, mais finalement on s'en fout un peu, quoi, parce que maintenant tout le monde a accès à des outils de production, tout le monde dessine, tout le monde écrit, on est dans une explosion de créativité à ce niveau-là, quoi. Donc ça suffit de se prendre la tête avec ça, mais par contre, peut-être désinhiber un peu et de dire, bah, attendez, peut-être qu'on joue en fait. Peut-être qu'on joue tous les uns avec les autres, peut-être qu'on joue avec notre matière, peut-être qu'on joue avec notre culture, qu'on joue avec nos armes. Voilà, c'est ça. Et probablement qu'un monde de jeu accompli, serein, c'est un monde sans guerre. Et peut-être qu'à terme, une civilisation qui aurait réuni toutes les conditions d'une pyramide de Maslow, d'indépendance, donc aurait assis ses problèmes d'énergétique, etc., serait une civilisation qui ne ferait que jouer. Il n'y aurait plus que ça à faire, en fait. Il n'y aurait plus que ça à faire, quoi. Donc, le narrative design, pour moi, pour finir, je suis un peu perdu au niveau, je suis pas perdu, ça va. Le narrative design, pour moi, c'est à quel moment on va faire du jeu quelque chose de plus que le jeu, sans rentrer dans des considérations artistiques, en se disant le jeu c'est de l'art, alors ça doit être considéré comme... Non, le jeu c'est la vie. Et c'est à nous de créer les conditions de l'émergence de la vie, grâce à ces nouveaux médiums. Et c'est là où je me rends compte que dans tout ce que je viens de vous dire, il y a quand même une grosse faiblesse. C'est que depuis tout à l'heure, on parle de jeux vidéo, quoi. Je vous parle d'interaction homme-machine, hein. Mais quid des jeux qu'on fait dans la forêt ensemble, quoi. Quelle place ça a, ça, finalement? Quid des jeux qu'on fait à table autour de Kippour? Faites la semaine prochaine, heureux, Raik. Quelle est la place de ces jeux-là dans la société? À quel moment on va intégrer cette tradition au réel et on va l'accepter plutôt que de se masquer encore une fois avec des hypocrisies idéologiques? Moi, je me souviendrai toujours de mon père, qui est de confession juive, hein,
On a un talet, on va à la synagogue, une écharpe bleue et blanche, d'accord? Mon père est marseillais, mon père est un fan de l'OM, quand il va à l'OM, il porte son écharpe de l'OM bleue et blanche, exactement comme son talet. Ben, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune idée. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Mais ça existe. Et si on est des game designers, c'est à nous d'observer, c'est à nous de comprendre, et c'est à nous de fouiller plus loin, quoi. Voilà.